Bonjour. Un père et sa fille majeure ont le droit d'avoir des relations sexuelles, tout comme un frère et une sœur adultes. C'est ce que pense le Conseil fédéral. Dans le cadre de la révision du droit pénal, il propose de supprimer l'article 213 qui sanctionne l'inceste, un projet qui suscite une vague d'indignation et d'incompréhension. Le point sur les enjeux éthiques dans cette émission. Le Conseil fédéral souhaite décriminaliser l'acte sexuel entre adultes consentants. Il estime que ce n'est pas le rôle de l'État de légiférer à ce propos et que les cas sont peu nombreux, 3 ou 4 condamnations par année depuis 1984. Par ailleurs, la notion de famille a beaucoup évolué. Cette disposition est censée protéger la famille, mais elle est définie de manière à ne protéger que certains liens biologiques étroitement définis. Elle ne réprime que l'acte sexuel proprement dit. De même, les rapports fondés sur l'adoption, les familles recomposées aussi ne sont pas prises en considération. Donc s'il s'agit de protéger la famille, la disposition est très mal ciblée. Ça veut dire que les enfants ne seraient plus protégés ? Absolument pas. L'article 213 est une infraction contre la famille. Il y a dans le Code pénal toute une série d'infractions qui répriment les atteintes à l'intégrité sexuelle, dont notamment l'article 187 qui réprime les actes d'ordre sexuel avec des enfants de moins de 16 ans. Ensuite, même entre 16 et 18 ans et après 18 ans, il y a des dispositions qui répriment l'exploitation d'un rapport de dépendance, ou les pressions psychiques qui sont utilisées pour obtenir un comportement d'ordre sexuel, donc toutes dispositions qui continueront à pouvoir s'appliquer pour protéger les enfants et pour protéger les adultes aussi. Dans les pays voisins, la loi varie. L'Allemagne punit l'inceste entre adultes, l'Italie seulement s'il y a scandale public, tandis que la France, le Portugal ou l'Espagne ne le condamnent pas. Thierry Collot, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, président de la commission bioéthique de la Conférence des évêques suisses. Vous dites que l'inceste, c'est une menace pour l'ordre social. Oui, tout ordre social se construit non pas par juxtaposition d'individus sans lien particulier entre eux, mais se construit en définissant différents types de relations qu'il peut y avoir entre ces individus. Et les relations de type familial, les relations intrafamiliales ont, dans la plupart des sociétés, ont été définies de telle manière qu'elles ne soient pas ouvertes à la sexualité, à la conjugalité. C'est d'ailleurs un tabou. Jean-Marc Tétaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous également. Vous êtes philosophe et historien de la théologie. Alors, un tabou social, c'est vrai que c'est quelque chose quand même, quand on parle d'inceste, c'est quelque chose, on touche à un acte grave. On touche à un acte grave, certainement, ou en tout cas un acte relativement inusuel. Mais je ne sais pas si, dans une société comme la nôtre, on peut véritablement parler de tabou. Parce qu'un tabou, c'est un interdit fondé sur la présence du sacré à la fois terrifiante et attirante, et donc quelque chose de profondément menaçant quand on y touche. Or, je crois que ce qui caractérise notre ordre social, ce n'est pas tant la présence de tabou que la présence d'interdictions. La différence fondamentale étant qu'une interdiction est quelque chose qui s'argumente, pour lequel on a des raisons que l'on peut faire valoir et que l'on peut contester. Et c'est cet aspect-là sur lequel vous voulez vous appuyer en disant, pour l'inceste, il faut qu'on argumente. Voilà. Alors, je dirais qu'effectivement, le problème, c'est que pour l'inceste, c'est une interdiction sociale et il faut se demander si c'est une interdiction sociale qui nécessite une sanction pénale. Emmanuelle Lassalle, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Vous êtes psychologue et psychothérapeute, directrice du Centre de consultation pour les victimes d'abus sexuels à Genève. Alors, on parle de tabou. J'imagine que c'est difficile pour les personnes qui ont vécu des relations de type d'inceste, de venir vous voir pour en parler. Alors oui, c'est suffisamment difficile pour que beaucoup de gens viennent plusieurs années après, voire plusieurs dizaines d'années après.
Effectivement, la dimension du tabou de cet acte aggrave le fait lui-même en le colorant aussi d'une honte et de la peur d'être éliminé du groupe social si on en parle. Donc la notion de tabou existe liée à cet acte-là. Il y a une notion de secret, effectivement, qui est liée à cet acte-là. Par contre, le fait de parler désormais beaucoup de l'existence très répandue de ces pratiques à l'intérieur des familles, très répandue si on considère la gravité de ces faits, je ne discuterai pas sur la gravité de l'inceste, je discuterai éventuellement, est-ce que c'est par nature, est-ce que ça doit rester un tabou? On peut chiffrer les personnes qui viennent vous voir pour des relations d'ordre incestueuses. C'est possible? Ça fait beaucoup ou c'est Alors nous, on a à peu près 112 personnes par année, dont une bonne partie est en suivi thérapeutique à durée moyenne. Donc en moyenne, peut-être 1 année et demie, ça va de 6 mois à 3 ans ou plus. 2 tiers de nos patients qui consultent ont vécu des abus sexuels de type incestueux. Ah, quand même. Donc, avec des parents, dans la fratrie, les oncles, les grands-parents. Donc, on est dans des lignées familiales directes. Très bien. Vous êtes opposé à la suppression de ce fameux article 213 pour défendre la famille. Pourtant, on vient de le voir, on vient de l'entendre. Hein, Madame Cassini disait, ben voilà, si cet article doit protéger la famille, elle le protège mal. Alors, effectivement, un élément important de la réflexion sociale de la conférence des évêques suisses ou de la réflexion chrétienne et catholique en particulier, c'est une insistance sur la famille comme cellule fondamentale de la société, comme cellule de base de la société. Alors, menace sur la famille parce que justement la famille, les liens intrafamiliaux sont des liens d'un type très particulier qui exclut pour moi la connotation sexuelle et lever cette interdiction, c'est de dire eh bien on va introduire ce type de relation dans la famille. Donc on va dire en fait c'est autorisé. C'est autorisé. Alors c'est vrai que l'évolution actuellement des représentations familiales ou des configurations familiales est très variable. On a parlé des enfants adoptés, des familles recomposées. Mais pour moi, le biologique garde une importance comme marqueur, comme indicateur de quelque chose. En tant que médecin, j'ai souvent eu affaire à des gens qui étaient à la recherche de leur origine biologique. Et ça, je pense qu'on ne peut pas l'éliminer complètement. Une protection avant tout de la famille biologique. Jean-Marc Tétat, je veux que vous réagir. Alors, 2 choses. D'abord, je crois qu'il faut être précis. Le fait de ne plus rendre punissables les relations sexuelles entre adultes consentants en ligne ascendante ou en fratrie du premier degré, c'est de ça que traite l'article en question, pas les autres, ne signifie pas qu'on va introduire, comme vous le disiez, la sexualité dans la famille. C'est un signal quand même. Non, puisqu'on en parle aujourd'hui. On n'introduit pas la chose. Il y a toujours eu, à une fréquence que nous ne connaissons généralement pas, parce que la plupart des cas ne sont pas portés à la connaissance du public et des autorités pénales, des relations incestueuses entre adultes. Il y a du reste des traces mythologiques bien connues avec le mythe d'Oedipe là-dessus. Donc, ça a toujours existé. Ce n'est pas le fait de supprimer une norme pénale qui va l'introduire. Maintenant, l'autre question que vous posez, une question intéressante, c'est de savoir quelle est la relation entre le biologique et le symbolique. Et je crois que c'est là qu'est la question essentielle. Parce que pour moi, la famille, c'est avant tout un ordre symbolique. C'est un ordre symbolique fait des relations non symétriques. Dans la plupart des cas, parents et enfants, elles ne sont pas des relations symétriques. Et il est évident que ce qui est troublant dans le problème de l'inceste, c'est qu'il introduit, l'acte sexuel introduit des relations symétriques. Donc là, il y a un déplacement, une autre configuration qui se met en place. La question... Au final, faut-il protéger la famille ou pas? La question fondamentale, c'est faut-il protéger un certain type de conception de la famille? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Le 213 CP fonctionne pour protéger 2 types de relations, les relations au sein de la fratrie et les relations ascendant-descendant. Elle les protège uniquement en vertu d'un intérêt essentiel. Votre avis à vous? Alors, faut-il protéger cette famille biologique? Mon avis est de dire, quand on veut introduire ou maintenir, ça revient au même, une norme pénale, la charge de la preuve, donc la charge du bon argument, vient à celui qui demande la sanction.
Parce que nous vivons, heureusement, une société libérale dans laquelle il faut justifier la sanction pénale et non pas justifier la non-sanction pénale. Alors clairement, faut-il protéger cette famille biologique ou pas? Mais ne me demandez pas à un philosophe de répondre de façon directe à ce genre de questions. Le propre de la philosophie, c'est d'apprendre à poser les questions, non pas à donner les réponses toutes prêtes. Donc j'essaye de poser le problème. Quel est le problème? Le problème est de savoir, 1, voulons-nous protéger spécifiquement un certain type de liens familiaux et pas les autres? Deuxièmement, faut-il pour cela une sanction pénale? Très bien, très bien. Sur la famille, j'aimerais aussi entendre la psychologue. Quels sont les dégâts provoqués par l'inceste dans le cadre familial? Alors, moi, je suis psychologue, je n'ai pas non plus comme tâche dans mon métier de donner les réponses, mais poser bien les questions. Toutefois, j'ai un avis tout à fait clair sur la question que vous me posez. Et je vois d'un très mauvais œil d'autoriser les relations incestueuses entre adultes pour des raisons de message clair par rapport à la question de l'inceste, ne serait-ce que lorsqu'un enfant demande à un parent, parce que tous ceux qui ont eu ou qui s'occupent d'enfants savent qu'à un moment donné, les enfants disent à leurs parents de sexe opposé « Qu'est-ce que t'es beau, j'aimerais me marier avec toi ». Et si on doit lui répondre « Mais ce n'est qu'une question de temps, sache qu'un jour ce sera possible », ça rend les choses très compliquées. Il y a un rôle pédagogique. Il y a un rôle pédagogique, il y a une forme effectivement de clarté du message. On ne se marie pas dans la famille, il y a plein d'humains sur Terre. Donc ton choix est contraint, c'est vrai. Et c'est une contrainte qui est structurante. Et d'ailleurs, je trouve que la réaction... on a touché une corde structurante. On parlait de tabou, c'est-à-dire quel est le sacré de cette touche que l'on corde, de cette corde que l'on touche, qui fait sonner si fort le Grand Conseil genevois, la population, vous qui faites une émission. Moi, je dois dire que ça me réjouit, ça me rassure. Ça m'étonne de la part du Conseil fédéral qu'il puisse dire abrogeons une loi sur l'interdiction de l'inceste. C'est clair que les lois sur la protection des mineurs et des exploitations sexuelles recouvrent une partie, mais ne parlent pas d'inceste. Et l'inceste a une valeur en soi. Thierry Collot, vous rejoignez un petit peu ce discours, notamment sur le fait qu'une loi peut être pédagogique, cette loi. Tout à fait, tout à fait. Je pense que les lois ont plusieurs fonctions. Et vous parliez de l'ordre social tout à l'heure, et je pense que la loi, elle a une fonction répressive pour punir les gens qui ont transgressé un interdit que l'État pose. Elles ont une fonction dissuasive où on va dire si je le fais, je risque d'être puni, donc je ne le fais pas. Et puis il y a cette fonction pédagogique, c'est-à-dire elle indique. Elle indique la voie qu'une société, le cadre général dans lequel une société veut se déployer, et supprimer ça donne... alors, M. Teta dit il faut savoir que la loi soit là ou qu'on l'enlève, c'est égal. Je ne pense pas. Ici, le fait de supprimer un article va avoir un effet au niveau de l'annonce sociale ou du ressenti social, à mon avis, extrêmement négatif, parce que, évidemment, sur un plan logique, c'est la même chose, mais sur un plan du ressenti, du message social, on pourrait dire, supprimer cet article, ça veut dire maintenant l'inceste est permis. Parce que la question qui se pose aussi là derrière et qui se pose avec cette suppression de cet article, ça concerne les adultes consentants, en disant mais jusqu'à maintenant, on punissait les adultes consentants, aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça aussi, ce rôle de la loi, pour vous, elle ne doit pas avoir ce rôle-là de se préoccuper de ce que les adultes font entre eux. Alors, ce que les adultes consentants font entre eux, aussi longtemps que le consentement est réel, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on n'exploite pas, par exemple, la méconnaissance des dossiers de la part de quelqu'un ou une faiblesse quelconque, on est d'accord. Donc, et là, c'est pas si simple. Bien, c'est pas si simple, mais je ne crois pas que c'est le fond du problème. Le fond du problème, je crois qu'il est dans ces trois fonctions que M. Collot analysait. Je suis parfaitement d'accord sur la fonction répressive, je suis parfaitement d'accord sur la fonction préventive, je conteste la fonction pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'il y a exactement deux possibilités de concevoir ce qu'est la liberté des individus. Et le rôle de l'État là-dedans. Soit on considère que le rôle de l'État est purement et simplement d'interdire ce qui enfreint à la liberté d'autrui. C'est la conception libérale traditionnelle. Soit on estime que le rôle de l'État est d'orienter la liberté vers ce qui est le bien, quel que soit ce bien. Ça, c'est la fonction pédagogique. Je conteste fondamentalement cette conception qu'on appelle la conception
positive de la liberté. Ce n'est pas la tâche de l'État. D'une certaine moralité. D'une conception du bien. Je crois que nous vivons dans un monde dans lequel il y a une série de conceptions du bien différentes, potentiellement conflictuelles les unes envers les autres. La seule façon de garantir que ces conceptions du bien puissent coexister, c'est que l'État s'abstienne de dire laquelle est celle qu'il représente. Donc que l'État renonce à toute fonction pédagogique. Je crois que vous n'êtes pas d'accord, Thierry Collot. Pas tellement. Non. On parle d'éthique minimale. C'est-à-dire, est-ce que l'État, clairement, est là pour garantir ou pour veiller à une certaine conduite dans la société, une certaine moralité? Effectivement, c'est une question difficile parce que, oui, nous sommes dans une société qui a muté, qui n'est plus une société homogène au niveau des valeurs. Mais quand on dit que notre société a une société où il y a une pluralité de valeurs, une pluralité de conceptions du bien, il faut faire très attention parce que ce n'est pas des conceptions du bien qui vont dans tous les sens. Il y a derrière de l'inhumain où quasiment tout le monde va dire ça c'est de l'inhumain. Abu Ghraib, Guantanamo, les atrocités nazies, tout le monde est d'accord. Donc ces multiples conceptions du bien, à mon sens, elles ont quand même, c'est comme si un rayon se diffracte, elles vont un petit peu dans... Donc je pense que l'État peut dire quelque chose. L'État peut pas être d'une précision telle que justement il adopterait une conception du bien très particulariste, mais il y a, on pourrait dire, un tronc commun de valeurs que, à mon avis, l'État doit transmettre. Vous disiez que l'État peut protéger l'individu contre lui-même, parce qu'on peut se faire du mal soi-même. C'est un peu ce sens-là. C'est un peu ce sens-là. Je pense que l'État, je veux dire, vous pouvez pas vous aliéner, par exemple, vous vendre comme esclave. Même si vous en avez envie, l'État vous le protège de le faire. Je pense qu'il y a des choses comme ça que l'État doit faire. Puisqu'on parle, et j'aimerais aussi vraiment traiter cette question d'adultes consentants, est-ce que, par rapport aux adultes, d'un point de vue psychologique, est-ce que l'inceste, c'est un problème en soi? Entre adultes consentants? Oui, entre adultes. La question du comportement unique, individuel, qui ne toucherait pas la collectivité, en soi, on pourrait dire que ce n'est pas problématique. C'est-à-dire que si deux personnes librement décident de faire un choix personnel, que ce soit un choix incestueux en tant qu'adulte, on pourrait se dire, en dehors de tout contexte, pourquoi pas. Mais est-ce que ça touche toujours quelqu'un? Mais on peut pas exclure un adulte, on peut pas exclure un individu de son contexte culturel, collectif et sociétal. Donc qu'est-ce que ça veut dire si deux personnes d'une même lignée familiale se mettent en couple? Est-ce qu'ils ont des enfants, des descendances? Qu'est-ce que ça veut dire pour une descendance d'être issue d'une même lignée familiale? Où est l'apport de la diversité des systèmes qui est le seul qui peut être garant d'une forme de santé mentale? Donc ça a des répercussions au-delà du couple consentant. Et on ne peut pas traiter la liberté individuelle sans considérer la cohésion du groupe. Ou alors on peut assumer que l'individu, l'homme, peut se passer du groupe social. Or, ce n'est pas vrai. Jean-Marc Tétart, pour être clair, vous n'êtes pas pour l'inceste? Non, vraiment pas. Non, mais alors, ça n'est pas la question. Tout le monde est d'accord que c'est quelque chose de choquant. Écoutez, tout le monde, je ne pense pas. Je rappelle volontiers dans cette discussion que très fréquemment, les pharaons égyptiens épousaient leur sœur. Quand on a un Ptolémée Philadelphe, ça veut dire qu'elle épousait sa sœur. Ça fait quelques années de ça. Ça fait quelques années de ça, mais tout le monde, ça veut dire tout le monde. Non, pas tout le monde. Ils sont plus là pour en parler. On a quelques exceptions bien autorisées dans l'histoire. Mais vous disiez que vous n'êtes pas pour sanctionner les violations des normes éthiques. Parce que là, c'est une norme éthique. Mais c'est pas justement. Je sais que vous m'expliquez ça. Le problème, c'est ça. C'est pas de savoir est-ce que c'est choquant ou pas. Là, je suis obligé de relativiser. C'est de se demander est-ce qu'il y a de bonnes raisons éthiques de ne pas commettre d'inceste, de ne pas avoir de relation sexuelle avec un parent proche, je dirais. Évidemment qu'il y en a. La question seconde qui se pose, c'est une fois que j'ai dit ça, est-ce que donc que je défends une position qui n'est pas une éthique minimaliste, puisque l'éthique minimaliste se définit comme la position disant la seule chose qui est moralement condamnable, c'est ce qui fait du tort à autrui. Deux adultes consentants ne se faisant pas de tort, ce n'est donc pas condamnable. Bien. Je me raisonnement est clair. Donc je dis, il y a des règles éthiques qui vont plus loin que l'éthique minimaliste. En revanche, il n'y a pas de justification, à mon avis, à une règle pénale qui dépasse le cadre de l'éthique minimaliste. C'est ça pour moi le problème fondamental. Donc je ne dirais pas qu'il y a
des individus hors société possible. Ça me paraît effectivement abstru comme hypothèse. Je dirais simplement qu'il faut être très précis sur le fait que l'État n'est pas le seul garant, n'est pas le seul vecteur du lien social. Et que l'État n'a pas pour tâche de couler dans le plomb de la loi, dans l'airain de la loi, toutes les formes du lien social. Il nous reste peu de temps, même si on n'est pas d'accord sur cette conduite-là, on n'est pas obligé de la punir. C'est un petit peu en substance ce que vous dites. Pour vous, il nous reste très peu de temps. Hein. L'inceste reste quand même à une spécificité qu'on ne peut pas enlever de la loi. Le terme doit rester, parce que si on enlève l'article 213, il n'y est plus dans le Code pénal. Oui, pour moi, ça fait partie d'un socle que l'État a le droit, voire le devoir de réguler. Et la prohibition de l'inceste fait partie d'un groupe d'articles qui est sous le chapeau de la protection de la famille. Et moi, je pense que c'est un devoir de l'État de protéger cette structure sociale fondamentale. Deux articles plus loin, vous avez l'interdiction de la polygamie. Est-ce qu'il faudrait aussi l'enlever, finalement? Non, pour raison toute simple. Non, la seconde épouse est manifestement une situation désavantageuse par la première. Donc voilà. On ne peut pas ouvrir cette discussion sur la polygamie. Et notre discussion sur l'inceste touche déjà à sa fin. Je vous remercie beaucoup parce qu'on a pu déjà comprendre les différents niveaux et les différenciations qu'on a sur cette thématique de l'inceste. On entendra encore parler évidemment puisque la décision n'est pas encore prise. C'est une proposition du Conseil fédéral donc de supprimer ce fameux article 213 du Code pénal. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.